Il faisait déjà nuit en fin d'après-midi, lorsque mon frère et moi sommes arrivés dans la petite ville de Grand Rapids, dans le Minnesota. C'était le mois de décembre et le froid était glacial. Nous étions venus passer Noël avec notre grand-mère. Elle avait plus de 90 ans. Il était donc raisonnable de penser que chaque fête serait la dernière. Je suis le plus jeune de 4 frères. À l'époque, je vivais à Minneapolis. Mes parents y vivaient également, et ils partageaient leur temps entre le Minnesota et l'Arizona. Ils étaient actuellement à Phoenix et n'avaient pas prévu de retourner au Minnesota pour les vacances. Sachant que notre grand-mère serait seule, j'avais appelé mon frère à Chicago et lui avais suggéré de venir me chercher pour que nous puissions nous rendre ensemble dans le nord où notre grand-mère séjournait dans un centre de vie assisté. Le voyage s'est déroulé sans incident et nous avons passé une agréable soirée de Noël à faire des puzzles et à discuter avec elle. À la fin de la soirée, nous nous sommes dirigés vers notre logement. Mon frère avait fait les préparatifs à l'avance. Nous logerions au Rainbow Motel. Le motel en lui-même n'avait rien de remarquable. Il n'était pas vieux et ne semblait pas bizarre vu de l'extérieur. Notre chambre était propre et meublée de ce qu'on peut attendre d'un motel de bord de route classique. Des lits, un bureau, des chaises, une télévision sur un meuble et une petite salle de bain. La chambre était assez petite. 2 lits étaient disposés côte à côte, la porte se trouvant à peu près au pied de l'un des lits. C'était le lit que mon frère avait choisi, donc le mien était un peu plus éloigné de la porte. Le motel était presque vide, probablement à cause des vacances et de l'hiver. Après l'enregistrement, nous sommes allés au bar, où il n'y avait que quelques autres personnes. À l'époque, j'avais un faible pour les White Russian, et j'en ai pris un ce soir-là, en guise de dernier verre. Nous avons terminé nos boissons et sommes retournés dans la chambre. Nous savions que nous avions un long trajet à faire le lendemain. J'étais fatigué, je me suis déshabillé et je me suis effondré sur mon lit. Mon frère a décidé de regarder la télévision. Je n'étais pas intéressé, alors je me suis retourné et j'ai fermé les yeux. Je ne me souviens pas quand cela a commencé, mais je dirais que c'était seulement quelques instants après que je me sois allongé. La poignée de la porte s'est soudainement mise à trembler de manière assez agressive. Elle était secouée délibérément et violemment. Je me suis redressé et j'ai regardé la porte. Au bout de quelques secondes, ça s'est arrêté. Mon frère et moi, nous nous sommes regardés, avons haussé les épaules et nous nous sommes couchés. Bientôt, le bruit reprit de plus belle. Je pouvais comprendre que quelqu'un, après quelques verres, se trompe de numéro de chambre et essaie d'entrer par la porte. Mais là, c'était différent, c'était violent. Il était clair pour moi que l'intention n'était pas d'ouvrir la porte, mais plutôt de faire savoir à la personne à l'intérieur que quelqu'un était dehors. Je pensais que c'était peut-être des enfants qui faisaient une blague. Je n'avais vu personne dans le motel et il était bien plus de 23 heures. Il me semblait donc étrange que des enfants soient autorisés à errer dans les couloirs. Je me suis levé et me suis dirigé vers la porte. Nous n'avions entendu aucune voix, aucun rire, aucune porte qui se fermait ou aucun pas qui s'éloignait. J'ai regardé par le judas de la porte, mais je ne vis personne. J'ouvris et me penchai dehors. Notre chambre était près du centre du couloir et je pouvais voir les sorties aux 2 extrémités. Je me souviens qu'il y avait un couloir qui se divisait à environ 6 mètres sur ma gauche. J'ai supposé que c'était là que les farceurs s'étaient retirés, car ils n'auraient pas eu le temps de faire tout ce parcours et de prendre l'une des sorties ou d'entrer dans une autre pièce sans que nous entendions une porte se fermer. J'ai cherché une autre explication. La porte elle-même, était-elle à l'origine du bruit? Était-elle lâche et peut-être le vent ou la pression de la structure la faisait-elle trembler? J'ai fermé la porte et je l'ai poussée. Elle était très solide. Je ne pouvais pas reproduire les sons, sauf en saisissant la poignée et en la secouant vigoureusement. Cela commença à devenir agaçant. J'étais fatigué et je voulais juste dormir. Je suis retourné au lit, mais je restais allongé là, attendant que celui qui nous faisait une farce revienne. J'aurais aimé le surprendre en flagrant délit s'il le faisait. En effet, quelques instants plus tard, les secousses recommencèrent. Je me suis levé d'un bond et me suis retrouvé à la porte.
J'ai regardé à nouveau par le judas, certain de voir des enfants courir, mais je ne vis personne. Entre le moment où le bruit cessa et le moment où je me trouvais à la porte, il ne s'écoula que quelques secondes au plus. La seule façon pour moi de ne pas voir ou entendre quelqu'un, c'était s'il avait été assez intelligent pour s'accroupir, sachant que je ne pouvais rien voir directement sous le judas. J'ouvris la porte. Il n'y avait personne. Personne n'était venu. Mon frère et moi sommes tous deux sceptiques. Nous étions certains qu'il y avait une explication raisonnable à ça, mais à vrai dire, je commençais à être un peu effrayé. Je n'avais jamais vécu quelque chose de semblable, ça défiait la logique. Une fois de plus, je me suis glissé dans mon lit, mais j'étais tellement énervé qu'il était hors de question que je dorme. J'étais déçu de ne pas avoir attrapé les farceurs, mais j'étais aussi vaguement conscient qu'il n'y en avait aucun à attraper. Quelque chose était à l'origine de tout ça, quelque chose d'invisible. Quelqu'un avait un but, cela m'a fait peur. Je me souviens avoir pris la décision consciente de vouloir que le bruit s'arrête. J'ai fermé les yeux et me suis concentré sur cette pensée. Je ne veux plus que cela se reproduise, ça suffit. Tu as fait valoir ton point de vue, quel qu'il soit, arrête maintenant. Et c'est ce qui s'est passé, les secousses de la porte ne sont pas revenues. Après un moment, je me suis un peu détendu. Mon frère a éteint la télévision et éteint les lumières. Le silence de la pièce était total. Cependant, à mesure que la nuit avançait, je me suis retrouvé réveillé par d'autres bruits. J'entendais la chaîne de la porte bouger, j'entendais d'autres bruits non identifiables. Je n'ai plus entendu le bruit de la poignée, mais toute la nuit, j'ai été soumis au bruit répété de la porte qu'on manipulait d'une manière ou d'une autre. Le matin, mon frère et moi avons discuté de ce qui avait pu se passer. Il a simplement dit que nous avions des visiteurs, et à la lumière du jour, tout ça nous paraissait un peu ridicule. Je voulais juste oublier ce qui s'était passé et rentrer à la maison. Nous avons quitté l'hôtel et pris la route. Quelques heures plus tard, nous approchions de Minneapolis. Peu de temps après, mon frère m'a déposé à mon appartement et il a continué sa route jusqu'à Chicago. Alors que je replongeais dans mon quotidien, j'ai laissé l'incident derrière moi et à part en parler à quelques amis proches, j'ai simplement continué ma vie. Quelques mois plus tard, je suis allé rendre visite à mon frère aîné qui vivait en Arizona. Des années auparavant, il avait vécu à Grand Rapids et connaissait le Rainbow Motel, même s'il n'y avait jamais séjourné. Je lui ai raconté l'histoire. Pendant tout ce temps, il me souriait tandis que je lui racontais l'histoire. C'était un sourire entendu que j'ai d'abord pris pour de l'incrédulité. Quand j'ai eu fini, il m'a dit que notre autre frère, celui qui avait séjourné au motel avec moi, était récemment venu lui rendre visite et lui avait raconté la même histoire. Je ne savais pas. Il m'a dit que nos histoires étaient essentiellement identiques. Je ne lui avais pas parlé depuis qu'il m'avait déposé à mon appartement. La phrase qu'il a prononcée ensuite m'a fait froid dans le dos. Comme je l'ai déjà dit, il avait vécu à Grand Rapids des années auparavant et connaissait donc très bien la ville. Il m'a raconté que le Rainbow Motel, un endroit que j'ai trouvé si simple et ordinaire, avait été hanté par des gens du coin. Je suppose qu'il avait obtenu cette information des habitants qu'il avait rencontrés alors qu'il y vivait il y a des années. Bien que mon frère aîné aime plaisanter et taquiner, il est pour la plupart un homme stoïque du Midwest qui n'est pas enclin aux bêtises ou à la tromperie. Je l'ai cru, mais je suis toujours un peu sceptique. J'aime à penser que cela pourrait s'expliquer sans recourir au surnaturel. Ce que je sais, c'est que c'était réel. C'était terrifiant, et je n'oublierai jamais cette expérience. Ma mère et mon beau-père se sont mariés quand j'avais 4 ans. Maman et moi avons emménagé dans la maison que possédait mon beau-père après leur mariage. Nous n'étions que 3 et nos animaux. Je suis enfant unique et à l'époque de l'histoire, nous avions 2 gros chiens qui vivaient à l'intérieur et à l'extérieur. Les chiens iraient généralement dehors la nuit sur les 20 acres que nous possédions.
Nous sommes restés dans cette maison pendant 14 ans et j'ai vu pas mal de choses effrayantes, mais cette histoire est celle qui me vient le plus à l'esprit. Un peu de contexte. Moi j'avais environ 5 ans, je ne me souviens pas exactement de mon âge, seulement du cadeau que j'ai reçu cette année-là. Je sais que j'étais assez grande pour aller aux toilettes seule le soir, mais encore assez jeune pour que ma mère vienne vérifier que je me remettais au lit sans problème. Je sais aussi avec certitude que c'était la veille de Noël. Notre sapin était toujours éteint le soir, sauf la veille de Noël. Notre maison était petite, 60 mètres carrés à peu près, mais je l'adorais. Lorsque vous passiez la porte d'entrée, vous étiez immédiatement dans le salon. Tout droit se trouvait un couloir. En réalité, c'était un petit hall, avec des portes sur toit des 4 côtés. Depuis le salon, vous pouviez voir la salle de bain. En allant vers la salle de bain, vous avez un placard sur la gauche, la porte de ma chambre à droite, un mur vide de la largeur d'une porte et la porte de la chambre de mes parents. La veille de Noël, je me suis levée pour aller aux toilettes. Je suis sortie de ma chambre et j'ai tourné dans le coin pour entrer dans la salle de bain. Bien sûr, je devais jeter un œil au sapin et aux cadeaux. Je pensais avoir vu un Monster Truck. À l'époque, j'étais une grande fan et je voulais vraiment en avoir un télécommandé. Mais je n'ai pas insisté trop longtemps parce que je devais vraiment y aller. Après avoir fini mes affaires, je me suis levée et j'ai regardé vers le salon. Je voulais vraiment jeter un œil à mes cadeaux avant de me rendormir. Je regardais vers les toilettes pour tirer la chasse d'eau et quand j'ai levé les yeux vers la porte entre le couloir et le salon, j'ai vu la silhouette d'un garçon. Il avait l'air d'avoir à peu près mon âge vu sa taille, mais il me tournait le dos, donc je ne sais pas à quoi ressemblait son visage. Il se tenait dans l'embrasure de la porte, utilisant sa main gauche pour tenir le chambranle afin de pouvoir se pencher dans le salon sur la pointe des pieds et jeter un œil au cadeau. Dans sa main droite, il tenait une sucette. Tout son corps était sombre à cause du manque de lumière. Je me suis traînée jusqu'au bord de la salle de bain pour être juste à l'embrasure de la porte. Si j'avais tendu mon bras, j'aurais pu toucher ce gamin. Je me tenais là, sur le point de lui demander ce qu'il faisait lorsqu'il se remit lentement sur ses pieds à plat et commença à se retourner pour me faire face. Alors qu'il commença à se retourner, j'éprouvais une intense sensation de terreur et d'anxiété. Je pouvais voir le profil de son visage. Il souriait simplement, regardant droit devant lui. Au moment où il était sur le point de faire le tour de la pièce, ma mère est sortie de sa chambre et m'a demandé si j'allais bien. Dans la fraction de seconde qu'il m'a fallu pour la regarder et regarder ce garçon, il avait disparu. Je me suis sentie instantanément mieux et c'était comme s'il n'avait jamais existé. J'ai montré du doigt le salon et ma mère a supposé que j'essayais de jeter un œil au cadeau. Alors elle m'a simplement remis au lit. Je me suis endormie assez rapidement et je me suis réveillée et j'ai complètement oublié tout ça le lendemain matin. J'ai eu mon Monster Truck télécommandé cette année-là. Il a fallu du temps avant que je parle de cette histoire à ma mère. Elle n'a pas été surprise car, comme je l'ai dit, beaucoup de choses étranges se sont produites dans cette maison. Cette histoire s'est déroulée quand j'avais environ 4-5 ans. Ma grand-mère enseignait l'école du dimanche dans l'une de nos églises locales. Le mois de décembre approchait et l'église avait prévu une vente aux enchères spéciale permettant aux gens de faire des offres et de gagner des prix, l'argent étant destiné au refuge pour sans-abri. Les classes de l'école du dimanche, divisées par groupe d'âge bien sûr, avaient toute une sorte d'objets artisanaux ou de collations à faire pour la collecte de fonds et le personnel distribuait des choses comme des cartes cadeaux, des leçons de musique gratuites, etc. J'étais dans la classe d'école primaire et nous avions été choisis pour concevoir une décoration de Noël spéciale. Le jour venu, nous avons fabriqué la décoration. C'était hideux. Et soyons réalistes, qui voudrait d'une décoration conçue par un groupe d'enfants qui n'ont même pas encore 10 ans.
Ma grand-mère était une personne gentille et nous a dit qu'elle aimait tellement la décoration qu'elle voulait la garder et qu'elle en achèterait une très belle pour la tombola. Cette année-là, ma grand-mère l'a accrochée à son arbre de Noël et nous avons eu la pire des malchances. Tous les enfants étaient grincheux, râlaient et faisaient de multiples crises de nerfs pendant le repas de Noël. Je devrais plutôt dire ce qui restait du repas, car notre four s'est cassé au cours de la journée et la nourriture a été soit brûlée, soit pas du tout cuite, et certains des plats ont dû être jetés. Pour couronner le tout, avec ma mère, nous avions enfin déménagé pour Noël et sur le chemin, nous avons eu un accident de voiture. Rien de grave, Dieu merci. Pas de blessure, juste une petite réparation de la carrosserie. La malchance a continué de s'abattre sur nous. Des choses mineures comme la disparition de notre chat pendant le déménagement, etc. Nous étions en 2005, j'avais 13 ans et j'étais impatiente de passer les vacances de Noël. Tout allait bien jusqu'à ce que la veille de Noël arrive et que ma grand-mère mette cette stupide décoration sur son sapin. J'allais bien toute la journée, mais j'ai commencé à me sentir très mal pendant l'ouverture des cadeaux le soir de Noël. Ma mère m'a dit d'aller m'allonger et que j'ouvrirais mes cadeaux plus tard. Je me suis assoupie pendant quelques heures et je me suis réveillée avec la douleur la plus atroce que j'ai jamais ressentie. Je ne pouvais pas bouger. Tout ce que je pouvais faire, c'était crier pour que quelqu'un vienne m'aider. C'était tellement grave que mon grand-père a appelé une ambulance. J'ai manqué Noël cette année-là parce que j'ai dû être opérée d'urgence de l'appendicite. J'ai pu ouvrir mes cadeaux en rentrant à la maison et maman m'a laissé choisir un dîner spécial avec ce que je voulais. À ce moment-là, le sapin était descendu et les décorations rangées et tout s'est bien passé. L'année suivante, nous avons décoré le sapin et mis l'ornement en place plutôt que prévu, car toute ma famille allait rendre visite à des parents de ma mère et de ma grand-mère en dehors de l'État. Dès que l'arbre a été monté, des petites choses ont commencé à se produire. Les gens ne trouvaient pas leurs bagages. Notre machine à laver est tombée en panne et tout ce que nous devions laver pour l'emporter avec nous a dû être laissé sur place, car nous ne pouvions pas le faire. Nous sommes arrivés à l'aéroport et on nous a dit qu'une grosse tempête s'était levée et que nous devrions attendre que le vol dont nous avions besoin arrive à bon port. Et nous avons passé 11 heures dans un aéroport avant de décider de rentrer chez nous. Maman et moi avons franchi notre porte d'entrée pour découvrir que nos voisins qui étaient censés garder notre chien l'avaient laissé à l'intérieur et qu'il avait fait ses besoins et avait mâchouillé notre canapé. Alors nous avons reçu un nouveau canapé et une nouvelle moquette. L'année suivante a encore été mauvaise, pire que jamais. C'est à ce moment-là que nous avons commencé à faire le rapprochement avec la décoration. Nous sommes allés chez ma grand-mère la veille de Noël et avons mis l'ornement spécial sur le sapin comme d'habitude, mais il est immédiatement tombé et s'est cassé. Dans la nuit, ma tante a franchi la porte en retard, les yeux bouffis, des égratignures et des coupures sur le visage et les bras, une veste déchirée. Lorsque nous lui avons demandé ce qui s'était passé, elle nous a expliqué que son mari, mon oncle, prenait des substances. Elle l'a confronté, il l'a attaqué. Elle a appelé la police et les a vus se battre dans leur allée, puis l'emmener en prison. Vous pensez que ça s'arrête là, mais ce n'est pas le cas. Mon chien est sorti de la cour et a été heurté par une voiture. Nous ne l'avons su qu'en rentrant à la maison. Mon grand-père descendait pour venir nous voir après avoir trouvé notre chien. Il est tombé dans les escaliers et s'est cassé la hanche. Une fois que tout semblait s'être calmé, ma grand-mère, avec l'aide de mon autre oncle, a descendu toutes les affaires de Noël et les a rangées. En ramassant la décoration, mon oncle a dit à ma grand-mère qu'elle lui procurait une sensation bizarre et qu'il ne l'aimait pas, et il a demandé s'il pouvait le jeter puisqu'elle était cassée. Ma grand-mère a dit non parce qu'elle était spéciale. Il l'a donc emballée et a parlé de ses sentiments bizarres à ma mère et à ma tante plus tard, et elles ont toutes convenu que cela leur faisait aussi une drôle d'impression. Ma mère a alors fait remarquer que tous les Noëls que nous avions passés depuis que la décoration avait été fabriquée avaient été gâchés et a suggéré que la décoration y était peut-être pour quelque chose. Elles étaient toutes d'accord. L'année suivante, ma mère et mes tantes ont essayé de convaincre ma grand-mère de ne pas utiliser la décoration. Cela a pris un peu de temps, mais elle a accepté à contre-cœur et devinez ce qui s'est passé. Ce Noël-là fut encore un peu bizarre, mais loin d'être aussi mauvais qu'il l'avait été. Ma famille a encore eu droit à un tas de petits désagréments. Il y a eu une panne de courant. Mon autre tante était cette fois en retard
parce qu'il y avait des travaux routiers dans toute la ville et nous avons fini par commander une pizza pour le dîner de Noël parce que personne n'avait envie de cuisiner et la pizza que nous avons reçue manquait en partie. Comme je l'ai dit, c'était mineur et pas forcément si grave. Cette année-là, ma mère a volé la décoration, l'a ramenée à la maison et nous l'avons brûlée puis enterrée dans la cour. Depuis lors, Noël est génial. Je ne sais pas exactement ce qui n'allait pas avec la décoration, si elle était maudite ou possédée ou quoi, mais je suis si contente qu'elle ait disparu maintenant. Cette histoire s'est passée il y a 4 ans et me hante encore aujourd'hui. C'était la nuit de Noël et ma famille rentrait chez elle après avoir pris la route pour un restaurant chic. Contrairement à ma famille, je n'étais pas fatiguée, donc le trajet de 45 minutes m'a semblé interminable. En plus de ça, ma petite sœur se plaignait constamment que son ami ne lui ait rien offert pour Noël. Après environ 20 minutes de route, mon père s'est arrêté à une station-service pour acheter des cigarettes et ma sœur, mon frère et ma mère sont tous sortis pour faire pipi. Je suis restée dans la voiture car j'étais déjà allée avant notre départ. Une fois qu'ils sont tous partis, j'ai décidé de jouer à quelques jeux sur mon téléphone. Puis j'ai vu l'heure et j'ai remarqué que 15 minutes s'étaient écoulées, alors je me suis immédiatement demandé ce qui leur prenait autant de temps. Dès que j'ai regardé par la fenêtre de la voiture, j'ai aperçu un homme qui avait les yeux fixés sur notre voiture. L'homme m'a surpris car je ne savais pas depuis combien de temps il regardait. Ce qui rendait la situation encore plus troublante, c'est qu'il avait un visage complètement vide, aucune expression n'était montrée. C'était difficile de distinguer quoi que ce soit, car il faisait assez sombre, et il ne se tenait pas dans une partie éclairée de la gare. Il mesurait environ 1m75 et semblait d'âge moyen. Une fois qu'il m'a vu le remarquer, il a commencé à marcher vers la voiture, et je vous mentirais si je disais que je n'ai pas eu peur. Mais heureusement, mon père est revenu avec le reste de la famille au même moment. Mon père s'est excusé et m'a dit qu'il s'était disputé avec la caissière. Je m'en fichais, j'étais juste content qu'il soit avec moi. J'ai jeté un autre coup d'œil à l'homme dehors. Il me regardait toujours, mais cette fois, il avait un air agacé sur le visage. Nous sommes partis et pendant le reste du trajet en voiture, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à lui. Cela n'aurait pas été trop grave si ça s'était arrêté là, mais ce n'était pas le cas. Plus tard dans la nuit, je regardais YouTube pendant que tout le monde dormait et une tempête faisait rage au-dessus de nous. J'aime les tempêtes, elles me réchauffent lorsque je suis au lit. J'ai posé mon téléphone et j'ai simplement profité de l'ambiance. Cela n'a pas duré longtemps car j'ai entendu quelque chose s'écraser contre la fenêtre derrière moi. J'ai bondi en avant et j'ai failli tomber du lit. J'ai cru qu'un oiseau venait de s'écraser contre la fenêtre. J'ai écarté les stores et ce que j'ai vu ensuite m'a hanté. J'ai vu un homme debout près des voitures de mes parents, levant les yeux vers ma chambre. J'ai regardé de plus près, j'ai failli avoir une crise cardiaque. C'était le même homme que j'avais vu à la station-service, sauf que cette fois, lorsque nos regards se sont croisés, il a souri. Étant le jeune homme de 14 ans que j'étais, j'ai fait ce qui était viril et j'ai crié à tue-tête. Mon père est descendu en courant des escaliers et est entré dans ma chambre. « Pourquoi tu cries ?» a-t-il dit. Je lui ai parlé de cet homme et je lui ai expliqué tout ce qui s'était passé. Mon père a attrapé une batte de baseball et m'a dit d'appeler la police. Des minutes plus tard, la police est arrivée devant notre maison et a trouvé l'homme dans notre hangar. Il a été arrêté et c'était la dernière fois que je l'ai vu. Le lendemain, mon père a inspecté la maison
et nous avons découvert que la poignée de notre porte arrière avait été endommagée, mais pas complètement cassée. Cela me donne un sentiment étrange, comme s'il avait réussi à entrer. Il aurait pu nous blesser ou peut-être nous tuer. Ça s'est passé il y a quelques années. J'avais environ 10 ans à l'époque. J'en ai 20 aujourd'hui. C'était à la période de Noël, qui était bien sûr l'une de mes fêtes préférées, comme n'importe quel enfant de 10 ans. Je regardais beaucoup la télévision et j'étais super excitée par tous les nouveaux jouets dont ils faisaient la publicité à l'époque, comme ces nouvelles poupées bébés vivantes, qui n'étaient pas comme les poupées habituelles. Celles-ci parlaient et allaient sur le pot. Nous savons tous que ces jouets sont programmés pour dire certaines choses. Cette poupée nous disait que je dois aller sur le pot, où j'ai fini maintenant. Bien sûr, j'ai supplié ma mère de me l'offrir. J'ai passé la journée à jouer avec elle, à cliquer sur sa main pour qu'elle parle et à me promener dans la maison en faisant semblant d'être une maman. Et ce soir-là, je l'ai placée sur une chaise qui se trouvait dans le coin de ma chambre et je me suis couchée. Je commençais à m'endormir quand j'ai entendu une voix étrange venant du coin de ma chambre. La voix venait manifestement du coin et elle semblait démoniaque. Je ne pouvais pas vraiment comprendre ce qu'elle disait exactement, mais je savais que c'était la poupée. Je me suis soudain figée sur mon lit, paralysée. La pièce semblait plus sombre qu'elle ne l'était, mais j'ai réussi à m'endormir. Le lendemain matin, je me souviens que la première chose que j'ai faite a été de me réveiller et de jeter la poupée par la fenêtre. Je l'ai regardée tomber au sol. J'habitais au 4e étage d'un immeuble. J'ai continué ma journée et ce soir-là, j'ai vérifié et la poupée avait disparu. Et c'est là que ça devient bizarre. J'ai maintenant 18 ans et la poupée ne m'avait pas traversé l'esprit depuis. Je l'avais complètement oubliée. C'était la veille de Noël, je me suis endormie et j'ai rêvé de la poupée. Ça s'est passé comme ça. C'était le jour de Noël dans mon rêve et j'ai été réveillée par un appel téléphonique de la réception disant que j'avais reçu un colis. Je suis donc descendue et j'ai pris mon colis. Je suis remontée dans ma maison et il ne disait pas d'où il venait. Je l'ai ouvert avec confusion. J'ai crié et mon corps a tremblé de peur quand j'ai regardé la poupée. La poupée bébé vivante qui me regardait en souriant et en riant avec une note qui disait « Je suis avec toi et je serai toujours avec toi. Pourquoi t'es-tu débarrassé de moi ?» Je me suis immédiatement réveillée, effrayée, et la première chose que j'ai vue en me réveillant était la chaise vide dans laquelle ma poupée avait l'habitude de rester. On rêve généralement de choses que l'on craint, mais c'était juste bizarre parce que j'avais oublié ce jouet et toute la situation. Alors pour qu'elle apparaisse dans mon rêve des années plus tard, après des années sans penser à elle, je ne sais pas, ça m'a semblé bizarre. C'est une histoire difficile à raconter parce que c'était ma meilleure et ma pire expérience avec le surnaturel. C'est la meilleure parce qu'elle prouve que toutes les histoires de fantômes ne parlent pas d'esprits vengeurs et d'ombres sombres qui vont cogner dans la nuit. C'est la pire parce que ça concerne le décès de mon grand-père. C'était une semaine avant le premier Noël, après la mort de mon grand-père. Nous étions allés faire les courses de Noël la veille avec ma grand-mère et j'avais passé la nuit chez elle. Ma grand-mère avait du mal à accepter son décès et j'essayais de lui remonter le moral. Nous venions de sortir pour faire d'autres achats de cadeaux, de boîtes et de papier, d'emballage habituel. Ensuite, nous sommes allés au McDonald's pour prendre des plats à emporter pour le déjeuner.
À notre retour, nous avons mangé et regardé des films de Noël dans le salon jusqu'à ce que ma mère vienne me chercher. Je suppose que tous ces achats l'ont épuisée, car à la moitié du film que nous regardions, ma grand-mère s'est endormie. Alors que j'étais assise là, j'ai commencé à penser à mon grand-père. Nous étions très proches et son décès m'avait vraiment touchée, mais j'essayais de ne pas le montrer à ma grand-mère. Il me manquait beaucoup et je n'avais plus envie de rester chez elle autant qu'avant. Car être là-bas faisait remonter tous les souvenirs de lui et me faisait encore plus regretter son absence. Je n'allais même plus dans sa chambre parce que c'était trop triste. Pendant que ma grand-mère dormait, j'ai essayé de regarder un film, mais je ne pensais qu'à mon grand-père, à toutes les choses amusantes que nous avions faites pour Noël et à mon envie de le revoir. Puis tout d'un coup, la pièce a commencé à devenir froide. Au début, j'ai cru que c'était un courant d'air, mais ensuite, tout est devenu lourd. Et le silence est devenu total. L'horloge s'est arrêtée. Aucun bruit de voiture, rien. C'était comme si le monde entier s'était arrêté. On aurait dit que toutes les couleurs avaient commencé à s'estomper jusqu'à ce que tout devienne gris. Puis mon corps s'est figé et j'avais l'impression que quelqu'un m'observait. En levant les yeux, j'ai presque crié de surprise. Mon grand-père était dans le couloir. Il se tenait là portant sa chemise à rayures marron crème préférée. Un jean bleu, une ceinture marron, des mocassins marrons et des lunettes. La seule chose différente était une sorte de lueur autour de lui. Je suis restée là, figée, pendant ce qui m'a semblé être une demi-heure. J'ai commencé à me lever. Je ne sais pas pourquoi, peut-être pour le serrer dans mes bras, ou peut-être juste le toucher, pour voir s'il était vraiment là. Je ne sais pas, mais à la seconde où je me suis levée, il était parti. Et le monde est redevenu normal, avec tous les sons et les couleurs, comme si quelqu'un venait d'appuyer sur le bouton pause. Je suis restée là pendant une seconde, puis j'ai réalisé que je pleurais, et je suis allée chercher un mouchoir. 1 heure plus tard, ma mère est venue me chercher. Elle et ma grand-mère ont discuté un peu, mais je suis restée silencieuse, me demandant si je devais ou non leur dire ce qui s'était passé. J'ai décidé de ne rien dire à ma grand-mère pour l'instant, mais j'ai tout raconté à ma mère pendant le trajet en voiture vers la maison quand elle a remarqué que quelque chose m'inquiétait. Ma mère était tellement choquée qu'elle a dû arrêter la voiture. Elle m'a posé 1 million de questions, la plupart du temps pour savoir si j'étais sûre de ce que j'avais vu. Et à chaque fois, je lui ai répondu oui, en lui décrivant toute la situation encore et encore. J'ai alors commencé à pleurer et elle m'a serrée dans ses bras pour me calmer, même si elle pleurait aussi. Quand nous nous sommes calmés, elle m'a dit que c'était bien, mais de ne jamais raconter à ma grand-mère ce que j'avais vu ce jour-là. Après ça, j'ai continué à rendre visite à ma grand-mère, mais jamais seule, et je n'y ai plus passé la nuit. Le plus étrange dans tout ça, c'est que même si j'étais paniquée par ce que j'avais vu, une partie de moi voulait le revoir. Voici donc l'une des nombreuses histoires que j'ai vécues. Je ne me suis jamais considérée comme médium ou sensible jusqu'à ce que je découvre qu'il y a quelques années que les histoires comme la mienne n'étaient pas communes. Avant de raconter l'histoire, je dois vous donner quelques informations. Mon frère et moi avons des pères différents. Malheureusement, son père est décédé 1 an avant le début de cette histoire. Ma mère et son père ne s'entendaient pas très bien. Ce n'était pas un mauvais garçon, mais il était perturbé et ne savait pas comment être un bon partenaire. Ma mère raconte qu'après leur séparation, elle a rencontré mon père et est tombée enceinte de moi. Le père de mon frère lui a dit « Tu as enfin la fille que tu as toujours voulu ». C'est quelque chose qu'elle lui avait dit lorsqu'ils étaient ensemble, qu'elle avait toujours voulu une fille, mais évidemment, ils ne sont pas restés ensemble pour avoir un autre enfant. Quand j'étais petite, il a toujours été très gentil avec moi. Il s'intéressait toujours à moi et me demandait comment j'allais. Ma mère m'a dit qu'elle avait l'impression qu'il m'aimait bien. Peut-être parce qu'il regrettait la fin de sa relation avec elle et que d'une certaine manière, je lui faisais penser à ce qui aurait pu se passer, qui sait. Bon, passons à l'histoire. Quelques semaines après la mort du père de mon frère, j'ai rêvé que j'étais dans un couloir avec lui.
Il m'a dit qu'il allait bien et qu'il voulait me montrer quelque chose. Il a attrapé la poignée d'une porte, l'a ouverte et la lumière la plus brillante est apparue. Mais je me suis réveillée. J'aimerais tellement me souvenir de ce qu'il m'a montré. Bon, maintenant avançons rapidement dans le temps. C'était la veille de Noël 2009, un an plus tard. J'étais à l'étage dans ma chambre et j'ai entendu de la musique. Nous avions une pièce à côté de la mienne avec toutes sortes de jouets parce que j'avais beaucoup de nièces et de neveux qui venaient à la maison. J'ai supposé que la musique venait de là et je suis allée dans la chambre pour vérifier. La musique ne venait pas de cette pièce et j'ai réalisé qu'elle venait de la salle de bain. La salle de bain, bizarre me suis-je dit. J'y suis allée et j'ai réalisé que la musique provenait d'une boîte à 3 niveaux, chaque étage ayant un tiroir où ma mère gardait des bijoux et d'autres souvenirs. Dès que j'ai touché la boîte, la musique s'est brusquement arrêtée. J'avais 21 ans à l'époque et pendant toutes les années où j'ai vécu avec mes parents, je n'avais jamais entendu de musique sortir de cette boîte, alors qu'elle l'a eue toute ma vie. Je descends et je raconte à ma mère la chose la plus bizarre qui vient de se passer. Son visage devient complètement blanc. Elle a l'air complètement paniquée et ses yeux se remplissent de larmes. Elle me dit alors qu'il s'agit d'une boîte à bijoux que son ex-mari, le père de mon frère qui est décédé, lui a offerte le jour de leur mariage. Elle m'a dit qu'elle n'avait pas joué de musique depuis 35 ans parce qu'elle s'était cassée. Nous sommes même montés à l'étage pour essayer de recréer la musique et de la faire fonctionner, mais en vain. J'ai souri et aussi les épaules en disant « Eh bien, je suppose qu'il nous souhaite un joyeux Noël. » Si je me souviens bien, cela s'est passé lorsque j'avais 12 ans. Le jour de Noël, chez mon père, l'un des cadeaux qu'il m'a offert était cette peluche de hibou des neiges. J'ai toujours trouvé que les hiboux étaient des créatures mignonnes et fascinantes. Ce n'est pas comme si c'était mon animal préféré, mais j'aimais bien ces créatures. Je l'ai donc emporté dans mon lit avec mes autres peluches. En l'espace de 2 ou 3 nuits, j'ai été victime d'une paralysie du sommeil pour la première fois de ma vie. Je suis contente d'être une grande fan de trucs sombres et effrayants sur Internet depuis mon plus jeune âge, car je savais d'après les histoires et les expériences que j'avais lues qu'il ne fallait jamais essayer d'ouvrir les yeux lorsque cela se produisait. J'ai attendu, et peu de temps après, je suis revenue à moi et j'ai pu contrôler mon corps. Je n'ai pas été perturbée après l'événement, car la paralysie a été de très courte durée et je n'ai pas vu de choses effrayantes pendant que ça se passait. Je suis retournée me coucher et j'allais bien. Les 2 nuits suivantes, la même chose est arrivée. Mais dans les 2 cas, je me suis réveillée d'un sommeil profond avant de commencer la paralysie du sommeil. La première fois, je commençais juste à m'endormir avant que ça se produise. Cependant, je n'ai rien ressenti d'effrayant et ça n'a pas duré longtemps. Après ça, je suis retournée chez ma mère. Je vivais à part égale chez mes 2 parents, généralement 3 jours chez l'un et 4 jours chez l'autre, mais je n'ai jamais eu de paralysie du sommeil chez ma mère. Lorsque je suis retournée chez mon père, j'ai de nouveau vécu l'expérience pendant environ 2 nuits supplémentaires. Ce n'était qu'une fois par nuit et la durée restait courte, mais après ces 2 nuits, j'ai vécu un incident différent de tous les autres, ce qui m'a amené à croire que c'était le hibou. Après avoir terminé l'école pour la journée, j'ai pris mon bus habituel pour retourner chez mon père où je serais seule pendant quelques heures. Mon frère était resté en ville ce jour-là et mon père était encore au travail. À l'intérieur de la maison, la lumière du soleil brillait à travers les fenêtres. Je n'étais pas sûre de ce que j'allais faire pendant les 2 prochaines heures, alors au lieu d'errer sans but dans la maison pour décider de quelque chose, j'ai pris ma peluche hibou dans ma chambre et j'ai décidé de m'allonger sur le canapé pendant quelques minutes pour reposer mes jambes pendant que je prenais une décision. 1 ou 2 secondes après m'être allongée et avoir fermé les yeux, j'ai été paralysée. Cette fois-ci, c'était différent parce que c'était instantané et que ça s'est produit à la mi-journée en pleine lumière, contrairement aux autres fois où il faisait nuit.
Je veux dire que les autres fois étaient un peu effrayantes, mais cette fois-ci, j'ai ressenti une véritable terreur. J'étais pleinement éveillée 5 secondes auparavant, avec un contrôle total de mon corps, et brusquement j'étais paralysée. Ensuite, j'ai entendu ce qui ressemblait à une personne marchant lentement d'avant en arrière, à quelques mètres devant moi, ainsi qu'une respiration lente et rauque. Comme il faisait très clair dans la maison, je pouvais voir ce qui ressemblait à une ombre se déplacer à travers mes paupières. Le pire, c'est quand la respiration s'est rapprochée, comme si quelqu'un avait penché son visage à quelques centimètres du mien. Puis la lumière que je voyais à travers mes paupières est devenue sombre. On aurait dit que quelqu'un était devant, bloquant la lumière de mes yeux. Je ne saurais pas vous dire combien de temps cela a duré, mais j'ai eu l'impression que c'était assez long. Ensuite, le souffle s'est lentement éloigné de moi, puis j'ai entendu des pas. Dès que les pas ont disparu, j'ai pu à nouveau bouger. Instantanément, j'ai pris ma peluche hibou et j'ai dit à voix haute : « Est-ce toi qui as provoqué ça tout le temps ?» Puis je l'ai rangé dans mon placard sur l'étagère supérieure. Depuis lors, je n'ai plus jamais connu d'épisode de paralysie du sommeil et je garde toujours cette peluche dans un espace séparé. J'ai toujours pensé que mon père l'avait acheté tout neuf en magasin, mais je me souviens aujourd'hui de ne jamais avoir vu d'étiquette attachée quand je l'ai reçu. Maintenant, je pense qu'il s'agissait d'un modèle d'occasion et qu'il pourra avoir une sorte d'histoire négative. Mon père ne se souvient pas où il l'a acheté, mais je suis presque sûr maintenant qu'il s'agissait d'un modèle d'occasion. La veille de Noël, nous étions au lit après avoir déposé tous les cadeaux des enfants sous le sapin. Le sapin était dans le couloir devant notre chambre, qui était autrefois la salle à manger, mais nous avons déménagé en bas pour me faciliter la tâche depuis la sclérose en plaques. Et vers 2h15, 2h30, nous avons été réveillés par un bruit à l'étage et des pas sur le palier. Pensant que c'était l'un des enfants, je leur ai dit de retourner se coucher, mais les pas ont continué à descendre les escaliers. Il y a eu le bruit d'un objet posé sur le sol, puis les pas ont remonté les escaliers. Il y a eu aussi le bruit d'une porte qui raclait sur la moquette et se fermait, puis le silence. Le lendemain, j'ai demandé aux enfants si l'un d'entre eux était descendu pendant la nuit. Personne n'a avoué, et nous avons mis cela sur le compte de Regan, 15 ans, qui somnambulait, ce qu'il avait déjà fait dans le passé. Le plus étrange, c'est que la seule pièce de la maison qui est recouverte de moquettes est la plus petite chambre que nous utilisons comme bureau. Partout ailleurs, il y a du parquet stratifié. Le jour de Noël, après que tous les cadeaux aient été distribués, nous en avons trouvé un caché sous le sapin sans nom dessus. Il était emballé dans le même papier que celui que nous avions utilisé. Nous avons donc supposé qu'il s'agissait d'un cadeau laissé par l'un des enfants. Aucun d'entre eux ne savait rien de ce cadeau, et le ruban adhésif pour le sceller était plus large que celui que nous avions utilisé. Quoi qu'il en soit, quelques jours plus tard, nous avons dû aller au grenier pour chercher quelque chose, et lorsque nous avons ouvert la porte du plafond posée sur l'isolation du grenier, nous avons trouvé un rouleau de ruban adhésif de la même largeur que celui du cadeau mystérieux. Ensuite, nous avons remarqué que l'un des ornements dans une vitrine sur le palier bougeait, peu importe le nombre de fois que nous le remettions en place. Nous sommes donc assurés qu'il était tourné vers l'avant, puis nous avons verrouillé la porte et avons mis la clé dans le tiroir du bas de la table de nuit de notre fille Julie. Quelques jours plus tard, Julie m'a crié à l'étage que l'ornement, un petit dragon dans un œuf avec une pierre de naissance en saphir, avait tourné d'environ 90 degrés. La porte était toujours verrouillée et la clé était toujours dans le tiroir où nous l'avions mis. Nous n'avons pas déverrouillé la porte depuis et le dragon a maintenant tourné de 180 degrés. Aujourd'hui, en allant aux toilettes, Julie a trouvé le badge de notre fils Ashley, 19 ans, de l'époque où il était dans les cadets de l'air, au milieu de la pièce. Ma fille était littéralement entrée juste après moi, mais quand j'étais là, je n'ai pas vu le badge. En fait, je jurais qu'il n'était pas là quand j'y étais.
La dernière fois que quelqu'un avait vu le badge, c'était en bas, près du téléphone, là où il était rangé depuis qu'Ashley l'avait reçu. Ça s'est produit il y a environ 1 heure, donc ma mémoire est fraîche. Tout d'abord, je vis dans une zone rurale, dans un petit village de 10 à 15 maisons, mais à proximité de l'autoroute, et à environ 10 minutes de la ville. Si vous traversez la rue, il vous faudra environ 10 minutes de marche pour atteindre la forêt. Premier jour de Noël. Dans l'après-midi, mon compagnon et moi avons décidé de faire une petite marche digestive, car nous étions vraiment repus de toute cette nourriture. Il était environ 17 heures, et il faisait déjà nuit quand nous sommes partis, et nous avions avec nous une grande et lumineuse lampe de poche. J'ai également pris mon appareil photo, car j'adore prendre des photos de la nature la nuit. Nous avons décidé de marcher sur une petite route de campagne en direction de la forêt, puis de tourner à droite en suivant une petite piste cyclable en gravier près de la lisière de la forêt qui relie notre village au suivant, peut-être 15-20 minutes de marche entre les villages. Au milieu de la piste, il faut traverser un petit bout de forêt. Il fait assez sombre et les arbres sont très hauts et assez denses. Lorsque nous sommes entrés, j'ai vu notre lampe de poche se refléter sur quelque chose et j'ai reconnu une voiture garée là sur le côté de la piste, près des arbres. Cela m'a semblé étrange, car les voitures ne sont pas autorisées à circuler là et le chemin est très étroit et caché. Mon partenaire a pointé la lumière à l'intérieur de la voiture et elle semblait vide. J'ai également remarqué que les vitres étaient gelées, donc elles devaient être garées là depuis un moment. Un peu devant la voiture, j'ai repéré un arbre avec une structure intrigante et j'ai demandé à mon partenaire de pointer la lampe de poche vers lui afin que je puisse mieux me concentrer et le photographier avec mon flash. Après avoir pris quelques photos, mon partenaire m'a dit « Il y a quelqu'un derrière nous au milieu de la route. Il nous regarde. » Personne ne nous a suivis tout le long du chemin. J'ai continué à regarder autour de nous et derrière nous de temps en temps, car à cette heure-ci du soir et près de la lisière de la forêt, il y a parfois des sangliers et c'est la saison des amours, donc ils sont plus agressifs que d'habitude. En effet, il y avait un homme debout derrière nous, hors de portée de la lampe de poche. Il ne disait rien, il se tenait juste là, face à nous. Au début, j'ai pensé qu'il pourrait être surpris, car ça peut sembler un peu bizarre si quelqu'un prend juste des photos autour de votre voiture. Il n'était même pas légal de conduire sur ce chemin avec la voiture. J'ai décidé de me lever et de le confronter à distance en lui expliquant que je prenais juste des photos de cet arbre. Il n'a pas réagi et est resté là. Je lui ai alors demandé s'il avait besoin de lumière et il a répondu que ce n'était pas nécessaire. C'était étrange, mais j'étais toujours calme, sûr qu'il y avait une explication normale à son comportement. Néanmoins, mon partenaire et moi avons décidé de nous en aller et de suivre le chemin menant au prochain village. Il nous a fallu peut-être 5 à 7 minutes pour y arriver. Je me suis souvenu des lettres sur sa plaque d'immatriculation, pas des numéros malheureusement, et j'ai cherché sur Google et il s'est avéré qu'il venait d'une ville à environ 6 heures de notre village. Attention, le pays dans lequel je vis est en confinement très strict en ce moment, donc vous n'êtes autorisé à voyager, même en voiture, que si vous avez des raisons très urgentes. Attention, le pays dans lequel je vis était en confinement très strict à ce moment-là, donc vous n'étiez autorisé à voyager, même en voiture, que si vous aviez des raisons très urgentes. Après avoir atteint la première lanterne du village suivant, nous avons regardé en arrière et avons observé la voiture sortir un peu de la forêt, faire demi-tour et rentrer à l'intérieur. J'ai pu voir qu'il s'était à nouveau garé là et avait éteint les lumières. Il n'avait pas quitté la forêt. Nous sommes ensuite rentrés à la maison par un chemin beaucoup plus long que prévu initialement, car je ne voulais pas y retourner pour des raisons évidentes.
La batterie de notre lampe de poche est morte en chemin et la batterie de mon téléphone était faible. Donc je ne voulais pas appeler la police à ce moment-là. Mais je les ai appelés dès mon arrivée à la maison et je leur ai donné tous les détails. Je regrette beaucoup de ne pas avoir mémorisé toute la plaque d'immatriculation, mais c'était tellement surprenant que je n'y ai sérieusement pas pensé. De plus, ça ne m'est venu à l'esprit que lorsque j'ai pensé aux vitres gelées et au fait qu'il aurait pu marcher derrière nous, en plus du fait qu'il n'avait pas de lumière et ne répondait pas. Il semblait en effet se faufiler derrière nous lorsque je me suis assis pour prendre la photo. Je pense que j'ai eu beaucoup de chance d'avoir mon partenaire, l'appareil photo et la lumière vive avec moi. Je ne veux pas imaginer ce qui aurait pu se passer si j'avais été seule. Quand j'en ai parlé à ma colocataire, elle a émis l'hypothèse qu'il espionnait peut-être les maisons très proches de la frontière de la forêt, car on peut facilement regarder dans leur arrière-cour sans être vu. Il faut marcher un peu plus haut sur la colline et plus loin, environ 5 minutes. Je pense que c'est probable. J'ai eu l'idée de photographier la voiture lorsque je suis entrée dans la partie forestière du chemin, mais je ne me sentais pas bien et j'ai décidé de ne pas le faire, même si c'était une scène intéressante. Avec le recul, je pense que ça m'a sauvée, car il a dû se cacher derrière les arbres près de la voiture et de l'entrée de la forêt. S'il prévoyait vraiment de cambrioler, puis de se débarrasser d'un corps, je pense qu'il n'est pas improbable qu'il m'ait attaqué s'il avait réalisé que j'avais une photo potentielle de sa voiture avec une plaque d'immatriculation reconnaissable. Puisque c'est la période de Noël, j'ai décidé de partager cette expérience bizarre avec vous tous. Je ne me souviens pas exactement de l'âge que j'avais à l'époque, mais j'étais encore au jardin d'enfants. Lorsque mon père venait me chercher, nous nous arrêtions souvent dans un parc sur le chemin du retour. Un peu de contexte, mon père était et est toujours un homme formidable, et quand j'étais petit, il avait l'habitude de faire des cartes pour que je trouve des trésors, et il cachait de vrais trésors dans le parc pour que je puisse les trouver. Pour en revenir à l'histoire, nous étions dans le parc comme d'habitude, et alors que nous marchions, il y avait un trou d'égout d'où sortaient des vagues de vapeur, comme s'il s'agissait d'une fournaise. Nous nous dirigions vers lui, et je me souviens que mon père a dit « Regarde, c'est peut-être ici que se trouve le Père Noël, c'est peut-être ici qu'il prépare les cadeaux pour les enfants sages. » J'ai ri un peu parce qu'à cette époque, je savais déjà que le Père Noël n'existait pas. Puis lorsque nous sommes passés devant le trou, j'ai regardé à travers et j'ai vu un homme avec une tête bizarre en forme de triangle. Tout s'est passé très vite et je pouvais à peine voir à travers les trous et la vapeur. Mais l'homme était assis sur une table et semblait écrire quelque chose. Lorsque je l'ai vu, je me souviens m'être figé pendant un petit moment et beaucoup de choses se sont passées dans ma petite tête. J'ai pensé que c'était un vrai elfe et que mon père disait la vérité. Quoi qu'il en soit, je ne lui ai rien dit, et il n'a rien dit non plus. Lorsque nous sommes arrivés à la maison, je me souviens avoir dit à ma grand-mère que j'avais vu un lutin de Noël dans le parc. Et elle a ri et a dit « C'est génial, quelque chose comme ça ». Je savais qu'elle ne me croyait pas. Mon père riait aussi. Les jours suivants, j'ai continué à y penser, mais avec le temps, j'ai fini par être persuadée que mon père avait demandé à un homme de se déguiser en elfe et de sauter dans les égouts pour que je puisse le voir afin de me faire croire à la magie de Noël. Quelques années plus tard, je l'ai finalement interrogé à ce sujet et il m'a répondu qu'il n'avait jamais fait ça. Il m'a demandé plus de détails sur ce que j'avais vu. Je lui ai raconté et il m'a dit que c'était probablement mon imagination débordante d'enfant. Pourtant, je sais exactement ce que j'ai vu et je m'en souviens encore aujourd'hui. Je suis même allé dans le même parc depuis pour inspecter la zone, mais beaucoup de choses ont changé et l'endroit a l'air totalement différent maintenant. Pas de sentier de promenade, ni de trou d'égout, juste de l'herbe. Ce qui est encore plus étrange, c'est qu'au fil des années, chaque fois que je me souviens de cet homme, je le compare de plus en plus à moi-même. Je n'ai vu que brièvement et de dos, mais j'ai pu voir ses cheveux,
leur couleur et leur type étaient identiques aux miens, et son dos ressemblait également au mien sur certaines photos que j'ai prises après avoir grandi. Mais c'est peut-être juste moi qui ai trop pensé au fil du temps. Quoi qu'il en soit, voilà ma petite histoire, et que vous le croyez ou non, c'est la chose la plus étrange qui me soit jamais arrivée. C'était le 24 décembre 1987. Ma famille est allée rendre visite à ma grande-tante à Wilmington, dans le Delaware, comme nous le faisions souvent pour Noël. Son mari était mort dans la maison une vingtaine d'années plus tôt. Après le dîner, mon frère et moi sommes allés dormir dans l'une des chambres à l'étage. Je me suis endormie sur le côté gauche du lit, celui qui était le plus proche de la porte. Ma grande-tante détestait que ces portes soient fermées, donc elle était grande ouverte lorsque nous nous sommes endormis. Je me suis réveillée au milieu de la nuit, au son de quelque chose sur le toit. J'avais 7 ans et j'avais presque abandonné ma croyance au Père Noël, mais ça ressemblait vraiment à des pas. Serait-ce lui? J'ai essayé de réveiller mon frère, mais en vain. Peu de temps après, je me suis tournée vers ma gauche pour voir une silhouette juste à l'extérieur de la porte. Elle avait une forme humaine, avec ses bras tendus vers le cadre. Elle était complètement noire. Je sais que quelqu'un était là parce qu'elle était plus sombre que les ombres environnantes projetées dans le couloir. La seule personne dans la maison qui était aussi grande était mon père. En supposant que c'était lui, j'ai dit « Papa ?» Aucune réponse. À ce moment-là, j'ai commencé à avoir peur. Je me suis concentrée sur sa tête pour voir son visage. La seule caractéristique que je pouvais distinguer était 2 points de lumière rouge, là où les yeux auraient dû être. C'est alors que j'ai réalisé que j'avais merdé en parlant à voix haute et en lui faisant savoir que j'étais réveillée. J'ai rarement ressenti une telle terreur avant ou depuis. J'ai tendu la main vers ma droite pour essayer de réveiller mon frère aîné. Encore une fois, rien à faire. J'étais seule avec cette chose à 1 mètre de moi. La seule chose que je pouvais faire était de tirer la couverture sur ma tête, de faire semblant de dormir et d'espérer que ça disparaisse. Quelques minutes plus tard, j'ai regardé sous les couvertures et elle avait disparu. Environ 5 ans plus tard, alors que j'allais à l'école avec mon frère et ma mère, j'ai eu le courage de leur en parler. Je savais que c'était peut-être mon imagination. Alors j'ai raconté ça d'un air léger. Quand j'ai eu fini, ils sont restés silencieux pendant environ 2 minutes. Quand j'ai demandé à ma mère ce qui n'allait pas, elle s'est tournée vers moi sur le siège arrière et m'a dit « Nous l'avons vu aussi ».